Bonsoir Susanna Fritscher, bonsoir à toutes et à tous. Peux-tu nous dire ce que nous venons de voir ? Oui, je vais faire les légendes de 5 extraits de films ou de vidéos que vous venez de voir. Donc la première est une œuvre exposée au Frac-Franche-Comté dans un bâtiment de Kengokuma à Besançon en 2014-15. Elle fait 200 mètres de long et 8 mètres de haut. La seconde œuvre s'appelle Für die Luft. Elle est exposée au moment de la réouverture du musée d'art de Nantes en 2017. Autour d'elle, on perçoit à la fin une œuvre sonore que vous retrouvez à plus grande échelle par la suite à Monde Flottante, qui est en 2017 également, qui est la Biennale de Lyon de Emma Lavigne. Et puis Frémissement, dans cette grande salle à double grand baie vitrée au centre Pompidou-Metz, un très beau bâtiment de Shigeru Ban, où je suis également invitée par Emma Lavigne. Et puis pas dernière, mais presque dernière œuvre intitulée Pulse en 2023, que j'ai eu la chance de pouvoir exposer au forum Hermès Ginza à Tokyo, dans un bâtiment superbe de Renzo Piano. Et puis je joins à cette série de vidéos une image digitale d'un projet sonore sur lequel je suis, et visuel, sur lequel je suis en train de travailler. Alors, nous avons évidemment voulu commencer cette discussion par la présentation d'œuvres, et évidemment, dans le cas de Susanna Fritscher, c'est un peu compliqué de présenter des œuvres, d'où la présence de ces films qui ne peuvent que donner une idée assez lointaine de ce qu'il en est, mais on va revenir là-dessus. Avant, j'ai proposé à Susanna de commencer par un extrait de texte, qui est un texte déjà très ancien, mais qui, je crois, n'a rien perdu de son acuité et de son actualité, qui est un texte que le philosophe Jean-Luc Nancy avait écrit sur ton travail en 1994. Et d'ailleurs, quand tu lui avais demandé de republier le texte, oui. Il avait écrit... vas-y, si tu veux. Oui, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Luc Nancy en 1994. Et il y a un échange quand même pendant plusieurs années. Et c'est vrai que ce texte que Jean-Luc Nancy a écrit il y a 30 ans, je l'ai republié en 2012 dans un catalogue donc plus récent, et il a bien voulu réécrire une préface. Donc j'étais très heureuse que tu proposes ce texte pour le début de cette rencontre, parce que c'est vrai, c'est une pensée qui a énormément compté pour moi, qui m'a accompagnée sur des longues années, et aussi dans le contexte de cette invitation faite à l'Autriche. C'est quelqu'un qui a établi une très importante passerelle de pensée entre ce passé autrichien, ces premiers marquages autrichiens, et ce que je engage par suite en France. Alors, on va peut-être y revenir. Je voulais souligner qu'en 2012, quand tu lui demandes de republier le texte, il fait un appendice au texte, mais pour dire que le texte de 1994, alors que ton travail peut avoir donné l'impression d'avoir changé beaucoup, que ce texte est toujours d'actualité. Donc je ne vais pas lire ici l'intégralité du texte. Peut-être qu'après tout, ça serait... en tout cas, que ça serait mieux que ce texte-là plutôt que moi je parle, mais simplement le début et quelques petits éléments qui m'ont marqué plus précisément. Je cite donc Jean-Luc Nancy. « Il y a blanc de titre, et c'est peut-être ainsi que ça commence. Quoi ? On ne peut pas le dire. Ici et maintenant, personne n'est déjà venu. Ça vient seulement et ça commence. Il n'y a pas eu de veille, pas d'attente, ni de préparation, ni de genèse, ni de promesse, ni d'angoisse. Et ceux-là même qu'il n'y a rien eu,
n'est rien qu'on doit taire, puisqu'il n'a rien là qui serait à dire ou à taire. Il n'y a pas de là, pas de là-bas, caché, perdu, absent. Il n'y a pas d'absence. On pourrait faire toute la discussion en faisant juste une exégèse de ces quelques phrases, parce qu'elles emportent des conséquences importantes et dans la conception de ton travail et dans la conception du travail de l'art et de la pensée et de la manière dont la pensée et l'art se nourrissent mutuellement, ou en tout cas sont intriqués profondément. Mais on va quand même essayer de déplier un certain nombre de questions, si tu en es d'accord. Et peut-être, puisque il y a cette idée que ici et maintenant, personne n'est déjà venu, ça vient seulement. Évidemment, ça semble donner l'idée qu'il n'y aurait pas d'origine, que les œuvres apparaîtraient et disparaîtraient sans personne, peut-être. Est-ce que pourtant il y a une origine ? Et continuons sur la raison pour laquelle Jean-Luc Nancy était important pour toi, aussi par rapport à l'Autriche. Oui, le texte de Jean-Luc Nancy est au fond une réponse directe à Ludwig Wittgenstein, parce que c'est à travers ma lecture et mes questionnements autour de Wittgenstein, donc qui, eux, datent vraiment de mon adolescence en Autriche. C'est cette lecture-là, c'est à travers cette lecture-là, c'est des discussions que j'ai avec lui et autour de la problématique du Tractatus en particulier. Et le texte de Jean-Luc répond à Wittgenstein. Wittgenstein, alors je vais essayer de trouver, pour ne pas écorner les phrases, qui écrit ce Tractatus qui me marque beaucoup adolescente, qui vraiment dessine le plan de la tautologie, il dessine les limites de notre raison que moi j'imaginais vaste et immense. Il les trace très très clairement et il termine ce Tractatus plus ou moins par cette célèbre phrase: ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Et il faut le taire, voilà, merci. Et se dresse devant la jeune femme que je suis un vide assez violent qui se superpose aussi à la frontalité avec laquelle est vécue la situation politique autrichienne. Et le texte de Jean-Luc répond à ça. Et tout son texte, en fait, mais peut-être, bon... au fond, déjà, je vais en parler un peu d'Ingeborg Bachmann aussi, qui me conduit en dehors de cette frontalité avec un vide duquel Wittgenstein, par la suite, il devient jardinier dans un couvent avant de reprendre son travail de philosophe. Il y a un passage par Ingeborg Bachmann, il y a un passage par le groupe viennois, et puis il y a en France la lecture de Jean-Luc Nancy, et qui finalement répond au contraire, il faut le dire, et qui rend dans toute sa philosophie, me semble-t-il, ce vide palpable, il en fait une matière vivante, ce qui, évidemment, pour moi, devient, et vous l'avez peut-être un peu perçu dans mon travail, devient vraiment la matière première, physique, mais aussi de pensée de mon travail. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur ce rapport à l'Autriche ? Parce que ouais. Spontanément, d'une certaine manière, je te parle du rapport à l'Autriche. Tu ne me réponds pas par des œuvres d'art visuel. Tu évoques une situation politique, et peut-être qu'on peut dire un peu plus, si tu le veux. Et puis, tu cites un philosophe et une poète, une poétesse. C'est-à-dire que la littérature, les mots, sont pour toi plus importants, ce qui veut dire aussi une langue.
c'est vrai, les premières grandes rencontres en Autriche sont, dans mon cas, plutôt littéraires et musicales, parce que c'est aussi les premiers médiums que j'investis vraiment pleinement. Je joue d'un instrument, comme beaucoup de gens, mais la lecture est vraiment très importante. Et elle est peut-être aussi particulièrement active en Autriche, quand je monte à la capitale à la fin des années 70, où il y a des nombreuses lectures. Et c'est vrai que tu as raison, peut-être c'est vraiment la littérature, la lecture, mais aussi ces lectures qui sont produites devant un public, qui parfois sont aussi des performances, qui me marquent le plus à ce moment-là. Et qui par la suite, en fait, le chemin par la suite qui est engagé par l'histoire de l'art dans un premier temps et par les arts plastiques vient après. Ce qui veut dire que les actionnistes viennois, la négativité d'après-guerre d'un Arnulf Rainer ne sont pas des choses qui te marquent particulièrement ? Alors, ils me marquent, mais je vais essayer de situer la chose. La première lecture qui me marque fortement sont Paul Celan et c'est Ingeborg Bachmann. Et puis Ingeborg Bachmann qui me conduit vers le groupe viennois, qui est peu connu en France parce que très difficile certainement à traduire. Et tous ces poètes mettent en question le matériau qui est le leur, c'est-à-dire la langue. Et ils le mettent profondément en question. Ils opèrent par collage. La syntaxe, la narration va disparaître de leurs textes. Le patois va entrer dans les textes, pas pour un nationalisme ou régionalisme quelconque, mais pour travailler la sonorité. L'aspect visuel de la poésie va jouer sur la page blanche va jouer un rôle important. Donc il y a des œuvres plastiques parce que ces artistes desquels je parle sont en partie Achleitner, il est architecte, Gerhard Rühm fait des collages incroyables, il est plasticien. Mais à un moment donné, tous ces artistes, écrivains, poètes vont se réunir dans ce groupe qui va se dissoudre en 1964 par le suicide, en fait, un de ses membres. Ils font des films, Konrad Bayer, Sonnerhalt, il y a un film important. Donc, ils ne sont pas que écrivains, si on peut dire ça. Et l'importance qu'a la langue, mais la langue prononcée, la sonorité de cette langue qui perd son sens, il y a un aspect fortement dada à l'intérieur de leur travail, fait aussi qu'ils performent ce travail. Et justement, ils le performent, ils sont aussi en lien avec les actionnistes qui viennent un peu après, mais leurs actions sont toujours inspirées par cette rupture et par dada. Il y a toujours une distance, il y a toujours un humour, mais c'est un humour extrêmement noir. Et je ne trouve pas ça chez les actionnistes. Chez des gens comme... ça me concerne. Mais chez Nietzsche, chez Mühl, je retrouve finalement des langages moins en rupture, moins au point zéro, moins dans une question qui descend loin et qui souvent, étant opposé bien sûr au passé autrichien, utilise quand même une grammaire qui par moments, moi, me fait reculer parce que moi, à 20 ans, jeune femme, j'ai l'impression que c'est quand même un langage de pouvoir. Je peux me tromper, hein. Mais la suite n'a pas toujours... je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a eu des conférences autour d'eux. Il y a des artistes extraordinaires parmi eux. Mais moi, à 20 ans, je me révolte. C'est pas mon histoire. Je retrouve des mêmes structures de pouvoir, alors que chez le groupe viennois, chez Ingeborg Bachmann et aussi chez Elfriede Jelinek, qui est très connue puisque c'est un prix Nobel et elle est très très bien traduite en français à l'inverse d'Ingeborg Bachmann.
Elfriede Jelinek, qui commence son travail d'écrivaine par les collages, s'y réfère très très volontiers. Donc, et malgré cela, tu décides d'être d'abord quelqu'un qui s'exprime dans le champ visuel. La décision se fait petit à petit. La première idée, c'est d'aller au conservatoire. Il y a la rencontre forte avec des musiques très loin de celles que j'ai apprises. Bon, ça, c'est mon histoire. Donc, je m'inscris en histoire de l'art. Et de ces 2 ans d'histoire de l'art, je change à la Hochschule für angewandte Kunst, donc des arts appliqués. Et après, eh bien, je m'en vais en France pour finir ces études en France en tout début 83. Et là, au début des années 1980, est-ce que tu as le sentiment que ton travail dans ce champ visuel rejoint ou fait fond sur d'autres artistes qui sont plus dans le champ visuel, je pense de façon assez évidente étant dans la période, aux générations qui ont précédé, en particulier les artistes minimales et conceptuels des États-Unis, principalement ou pas, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si. Puisque tu parles, en fait, quand je parle du groupe viennois, il me conduit aussi à une lecture de l'art minimal et de l'art conceptuel, mais que je découvre beaucoup plus en arrivant en France, auquel je me confronte et auquel on me confronte beaucoup plus fortement quand j'arrive en France. Est-ce que ça veut dire que dès le départ, la question de l'image, la question d'un art qui devrait dire quelque chose, pour reprendre les termes qui sont employés négativement par Jean-Luc Nancy, elle est mise de côté dès le départ, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une question pour toi? J'ai presque envie de répondre oui. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les œuvres des autres et qu'ils ne me fascinent pas, ou qu'un Franz West, une Kiki Kogelik, une Valier Export m'ont pas fasciné. Mais on peut peut-être dire que leur travail n'est pas entré dans le mien. Les professeurs à l'époque aux Beaux-Arts, c'est Gironcoli, c'est Lasnik. Lasnik, c'est incontestablement, je pense, une grande peintre. Mais je n'ai pas choisi d'aller apprendre la peinture dans sa classe. Et quand tu arrives en France, tu continues tes études? Absolument, oui. Et le choix est le même, il n'y a pas de... Alors, l'école où j'atterris, mais là on est un peu dans mon histoire, peut-être un peu trop. Oui, j'ai pas si. Mais en fait, j'atterris pas aux Beaux-Arts de Paris, j'atterris à l'École nationale des Beaux-Arts de Bourges. Et je traverse un peu l'Europe, je cherche. Et ce qui me plaît dans cette école, c'est que les disciplines ne sont pas cloisonnées. Donc, l'artiste en herbe, dans cette école, il y a une section architecture, il y a peut circuler entre les enseignants, entre les ateliers, sans être obligé de m'inscrire et dans un atelier technique et spécifique. Et je pense que ça m'a bien convenu. Quand nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, dans les milieu des années 1990, c'était un moment où tu faisais, ou peut-être fin des années 90, je sais pas. Bref, c'était un moment où tu faisais quelque chose qui ressemblait à de la peinture. Oui, enfin, le travail il a commencé par des installations dans le paysage. Il y a par la suite un grand moment de doute. Et puis, effectivement, je rentre à l'intérieur et je mets en place ce qui ressemble à de la peinture, c'est vrai. Il y a même des grands formats picturaux, mais qui, dès le début, jouent d'une matérialité fluide, jouent d'un passage d'une chose d'un champ à un autre qui est plutôt lumineux que de la couleur. Et très vite, ces peintures se posent au mur, se posent sur des supports transparents. Et la peinture, elle est appliquée
mais elle est appliquée, elle est blanche ou grise, donc elle répond à la situation lumineuse de l'endroit et elle cherche à introduire le doute de ce que l'on voit, un doute aussi un temps un temps de regard pour comprendre ce qu'on ne comprend pas en regardant ces peintures. Et c'est de cette manière-là que finalement, ce qui se joue dans le paysage dans mes débuts va revenir à l'intérieur et va repartir dans un travail à l'intérieur cette fois-ci, mais autour de ces questions de perception et de l'espace. Je veux dire que si on ne projette pas de reproduction comme ça, c'est parce qu'en fait, ça ne vous servirait à rien d'avoir des reproductions pour comprendre de quoi il s'agit. Mais qu'en revanche, ça me paraît intéressant d'insister sur le fait que ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est le fait qu'il y avait de la peinture sur une surface ou sur des surfaces différentes. On pouvait penser à une tradition qui serait celle du monochrome blanc ou gris de Robert Ryman à Alan Charlton ou à des gens très différents dans les années 1960 jusqu'aux années 1980, mais qui avaient développé un travail très singulier dans les années 1980-1990, sauf que, à la différence d'eux, la manière dont, comme corps percevant et regardant ce que on pouvait penser être de la peinture, ce qu'on voyait autour devenait aussi important que ce qu'on voyait sur la surface elle-même, ce qu'on voyait derrière, ce qu'on voyait devant, enfin ce qu'on voyait, ce qu'on percevait, et je pense qu'il y a là quelque chose qui perdure une fois que ces surfaces planes sont en partie abandonnées, en partie seulement, parce qu'elles peuvent revenir à certains moments, mais qui est effectivement, qui me semble, pour reprendre des termes là aussi employés par Jean-Luc Nancy, renvoyer à deux aspects dont je voudrais bien que tu parles un peu plus, qui sont, d'un côté, l'absence de limite, ou la manière dont, sans produire, je ne sais pas si je peux dire ça, sans produire des faits de trompe-l'œil, des faits de choses cachées, des faits de surprise qui est faite pour donner une espèce de petit frisson d'égarement ou je ne sais quoi, parce que tous les données sont extrêmement claires, vous le voyez dans les films, on voit des fils de nylon, on voit des disques dans un matériau très précis, tout ça est choisi de façon extrêmement précise, il n'y a rien de caché. Il n'empêche que les limites devenaient ou sont difficiles à établir, sinon à percevoir, parce que notre regard ou notre perception a toujours tendance à essayer, en tout cas la mienne, de clarifier les situations et d'isoler plutôt que de se laisser prendre dans une espèce de continuum. Et qu'il en va de même de quelque chose sur lequel Nancy insiste extrêmement fortement, qui est quelque chose comme un silence de principe ou un silence principiel. Tout ça n'est pas fait pour raconter une histoire, tout ça ne vous dit rien, ne nous dit rien. Et pourtant, alors dans les œuvres plus récentes, il y a du son. Est-ce que ces questions de brouillage, je suis très embêté, c'est pas brouillage de limite, c'est absence de limite, et silence peut aussi continuer dans des environnements qui sont des environnements beaucoup plus larges et avec du son. J'essaie de joindre tes paroles. Au fond, depuis qu'on s'est plus étroitement parlé de mon travail, toute la démarche a été effectivement de fondre à la limite des pièces, de les inscrire de plus en plus dans un espace, de m'emparer de cet espace, mais dans la stratégie, on peut presque dire, que
celui qui vient voit l'espace, perçoit l'espace réel, celui qu'il connaît en même temps que les œuvres. D'où donc mes œuvres, les dernières œuvres que vous avez vues là, elles n'ont pas de forme propre, elles n'ont pas de dimension propre, elles n'ont pas leur échelle, elles n'ont pas de dessin propre, mais elles s'inscrivent, elles se dissimulent dans les espaces pour les transformer, pour redonner à voir l'endroit dans lequel nous sommes, mais en intégrant ce premier médium qui est le mien et qui est cette histoire de vide et d'air. Et de plus en plus, je passe par le mur, tu as raison, je passe par la peinture, mais un bref moment, je viens de l'installation à l'extérieur, mais tout est fait pour redonner à voir ce qui nous entoure dans cette fragilité, dans une instabilité, dans un mouvement, dans une réconfiguration permanente qui, moi, me semble mordre avec la réalité, avec notre réalité. Oui, il me semble qu'à certains moments, on avait parlé des tableaux de Władysław Szczemiński qui sont l'idée de montrer ce qu'on voit quand on ferme les yeux, enfin ce que les yeux perçoivent quand les yeux sont fermés, et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on retrouve d'une manière un petit peu différente. Je dois dire que là où je suis peut-être en désaccord avec toi, et je pense notamment, je n'ai pas vu l'ensemble des installations qui sont présentées ici, mais je ne suis pas sûr qu'au Centre Pompidou-Metz, ce grand plateau que vous avez vu avec des fils qui pendaient et qui se recourbaient légèrement au sol et qui étaient mis en mouvement par de l'air qui devenait du son, on était particulièrement sensible à l'espace tel qu'il existait. Enfin, à l'espace architecturé ou architectural du Centre Pompidou tel qu'il existait. Il me semble que enfin moi, en tout cas dans mon expérience, mais c'est mon expérience et ça n'est pas une expérience définitive. Ce qui était plus frappant et ce que les films rendent, même chose pour l'installation au Musée d'Art de Nantes, c'est la manière dont cela interagit avec un corps, en l'occurrence le mien, comme spectateur. Et je pense qu'il y a là on n'a pas du tout prévu d'aller sur ce terrain, donc pardon, mais je réagis très directement. Il me semble que ce qu'il y a là, c'est quelque chose qui fait que d'une perception extérieure, et d'ailleurs d'une perception polysensorielle, on est renvoyé à quelque chose qui est à la fois d'une extrême physicalité du corps, des conditions matérielles d'expérience où le lieu d'accueil est un déterminant, mais parmi d'autres, et finalement à une forme d'expérience intérieure dont je ne sais pas comment on l'a définie, mais qui a à voir avec ce que tu disais, c'est-à-dire, pardon de le dire de façon, c'est peut-être un raccourci trop important, vide, silence, espace, air, quelque chose de cette nature. Juste, j'ai envie de décrire un tout petit peu Frémissement au Centre Pompidou-Metz pour mieux vous dire ce que vous avez vu dans le film, très rapidement. Donc, effectivement, la salle, il faut imaginer une salle qui fait 1000 mètres carrés. Et il y a de part et d'autre, c'est un grand, 14 mètres de large, 80 de long, et de chaque côté, il y a une immense baie vitrée qui laisse entrer la lumière. On l'a rempli de fils en silicone très souples, et on s'est saisi de l'air qui est celui des entrailles du bâtiment, si je peux dire, c'est-à-dire on s'est servi de la climatisation qui est intégrée dans le sol, on l'a comprimé, on l'a amené en surface avec un ingénieur de fluide. C'était un travail qui devait être très très précis.
on l'a diffusé dans la salle pour mettre en mouvement tous ces fils, et par moments, ces diffuseurs d'air s'arrêtaient devant des tubes, des séries de tubes qui étaient animés par cet air, créaient des ondes sonores et se mettaient à résonner. Donc, cette même air du bâtiment animait l'ensemble de cette œuvre. Alors, je pense, je l'espère, mais je le pense, que la salle avait un impact quand même très fort, parce que c'était une longue promenade. D'ailleurs, j'avais dégagé des chemins, des places. C'était vraiment... Là où tu as raison, c'est qu'à Nantes, exposition que tu as vue, il y avait un dialogue direct avec l'espace. Je reprenais, puisque je ne dessine pas, je me dissimule dans l'espace, je reprenais la trame de ce grand patio 1900. C'est vrai que dans Frémissement, on est plus dans une situation de paysage. Toute la salle est remplie. On a l'impression qu'elle contient ça, elle serait plus grande, et bien ces filles continueraient. Donc le corps qui vient et qui visite, il est quand même dans cet univers-là. Il a une place dans cet univers-là et il se déplace à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est aussi ces déplacements qui montrent aux autres ce qu'on ne comprend pas tout à fait quand on entre dans la salle. Donc, celui qui traverse l'œuvre, il révèle aussi l'œuvre à celui qui entre. Et puis, quand même, tout ça il y avait ce souffle et ces sons qui étaient relâchés dans la salle, qui étaient quand même très présents. Donc, il y avait quand même une forte présence de la salle, aussi parce que la lumière venant de part et d'autre a été totalement déclinée par tous ces fils. Donc on était dans le sombre au centre, on était dans le clair sur les vitres. Donc je pense quand même qu'il y avait un impact de la salle. Non, je ne disais pas qu'il n'y a pas d'impact de la salle, loin de là. J'essaie juste de le décrire en fait. J'essaye de préciser le fait que le lieu dans lequel ça s'inscrit est un élément déterminant, mais seulement un élément. Et d'ailleurs, dans les derniers projets, entre Tokyo et la reprise pour un autre endroit, dont tu ne sais pas pour l'instant lequel il sera, donc qui impliquera tout un ensemble de reprises, il y a des transformations possibles. Est-ce qu'effectivement cette question de la vision des autres corps dans cet espace a pour toi une grande importance, ou est-ce que ça doit être une expérience individuelle ? Non, elle a une grande importance. Peut-être pour revenir un peu à ce que dit aussi Jean-Luc Nancy à un moment donné très clairement, où il dit en fait que je m'affranchis de la référence. Il n'y a pas d'image, tu l'as dit aussi. Au fond, dans toutes ces pièces, je fais tout pour qu'il n'y a pas de récit qui se forme, ni à travers les matériaux, ni à travers la mise en place. Qu'au fond, pour celui qui vient, il n'y a pas d'accroche possible, qu'il soit laissé à lui-même, qu'il est, on peut presque dire, abandonné à lui-même, mais dans le sens où, au fond, c'est lui qui crée son parcours, qui crée... il n'y a pas d'intention pédagogique. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un qui vienne ressente telle ou telle chose. Au contraire, au fond, dans cette idée que chacun soit livré sur lui-même, c'est aussi qu'il est libre, qu'il choisit son parcours, qu'il produit sa propre histoire s'il souhaite le faire, et que ces mouvements transmettent aussi à celui qui vient une rencontre non seulement avec l'œuvre, mais aussi avec la personne qui se trouve déjà là avant lui.
pas si c'est très Si, bien si, dit. je me disais que comme tout le monde l'a vu, sur les extraits de films que tu as choisis, Oui, on les voit. il y a des gens qui se parlent. Oui, Et je me disais effectivement qu'entre les moments très chorégraphiés, oui, il y a une raison à ça. Hein. des étudiants d'école d'art ou je ne sais pas qui Non, se c'est parce que promènent. les films, on les fait souvent au vernissage. Donc, c'est les personnels du musée. Donc, on les voit, je l'admets. Non, mais ça pose pas de problème, mais on voit que c'est une situation construite. On voit dans d'autres films qu'on n'est pas dans une situation construite. Et que cette situation construite, c'est effectivement celle de la vie. Et qu'un des éléments qui est important enfin, je pense qu'il faut vraiment souligner ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on est à la fois, on peut reprendre l'exemple de Cheminsky dont je parlais tout à l'heure pour faire un peu de généalogie, ou ne pas le prendre parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais ce qui pour aussi clarifier moi la façon dont je regarde cette chose, enfin ton travail, c'est que cette manière, ça me semble très très important, et très important, pardon de le dire explicitement comme ça, tu as parlé de situation politique autrichienne au départ, ça me semble extrêmement important dans la situation politique qui est la nôtre, c'est-à-dire ne pas dire à chacune et à chacun ce qu'il ou elle doit penser, mais mettre chacune et chacun en face de ses propres responsabilités, ses propres récits, sa propre imagination, et à partir de là, peut-être créer quelque chose comme une sorte de communauté, mais une communauté très précaire, très provisoire, que l'œuvre ne vient pas empêcher, qu'elle ne vient pas diriger. Et je pensais, en réfléchissant à cette conversation, qu'il y a un terme qui me semble s'appliquer vraiment à ton travail, qui est d'abord une chose physique, mais qui est aussi plus large, qui est celui de modulation. Moduler Alors, je le dis en pensant à Cézanne qui parle de modulation par rapport à la réalisation, mais je le dis aussi en le pensant dans la manière dont tout ça repose sur une confiance dans les spectateurs et les spectatrices, ou les participants ou les participantes, je ne sais pas très bien, qu'on voit de façon très, très nette dans les films. Oui, et tu as raison, parce que cette modulation, tu l'as connue dans les premières peintures aussi, dans ce passage à la peinture. Et cette modulation, elle est très légère, et elle installe en fait un temps de regard. Et quand tu parles de confiance faite à celui qui vient voir, je trouve que c'est en fait très généreux de ta part, parce que c'est exactement ça. C'est introduire un temps qui peut être long, qui peut être lié au silence d'une œuvre que tu as en face, et qui inscrit un temps pour celui qui regarde, et qui lui laisse le temps aussi, qui lui donne ce temps s'il le souhaite de regarder. Et dans les dernières œuvres, cette modulation, si elle est peinte dans ces œuvres que tu as vues, les plexiglas, avec cette graduation blanc qu'on retrouve dans le tout premier film, qui est aussi imprimé blanc, eh bien cette vibration, cette modulation vient par la suite. Elle entre physiquement à l'intérieur du travail par les matières qui se mettent à vibrer avec l'air, qui font que ces œuvres sont mobiles, et de là vient très vite l'onde vibratoire qui dans un premier temps, à travers l'air, produit le son. Et dans cette toute première pièce que je suis en train de poursuivre et qui est exposée à Tokyo, cette vibration, elle s'installe, alors là vraiment de manière volontaire, pour là aussi produire du son. C'est vrai que la présence de Pascal Rousseau dans la salle me fait penser que cette question d'une analyse vibratoire de l'œuvre de ton travail est vraiment une chose capitale, et qu'elle passe par ailleurs par si on pense au modèle ondulatoire ou vibratoire, de la façon dont ça prend plusieurs individus, où ça constitue
une sorte de communauté. Le fait que ton travail soit devenu petit à petit un travail qui se fait en collaboration avec d'autres, beaucoup plus qu'au départ, en tout cas de ce que je connais, je pense a joué un rôle important, ou joue un rôle encore plus important aujourd'hui. Oui, parce que les pièces que je réalise, donc là depuis, on va dire, 10-15 ans, me demandent des compétences, puisque je veux aller loin, je vais être au début, dans le commencement de la production d'un son, d'un visible, d'un audible. Donc, au fond, je suis confrontée à mon propre manque de compétences qui me rend heureux, parce qu'il m'oblige d'aller vers les autres et donc vers des gens qui ont ces compétences. Et ça peuvent être des aéroacousticiens, des ingénieurs statiques aussi pour Nantes, mais des ingénieurs de son, un spécialiste de l'IRCAM des instruments. Actuellement, je travaille, on constitue des champs magnétiques avec un électronicien, et du coup, je cherche et je me mets à comprendre vraiment l'électricité qui devient un matériau, et un matériau pour produire la vibration. Donc c'est vrai aussi, ça me pousse à des rencontres qui accompagnent ce travail, et qui en même temps m'amènent aussi à des endroits que j'imaginais pas forcément avant. Donc, est-ce que tu peux dire un mot peut-être plus précis justement de la nature des collaborations pour l'œuvre qui est en préparation, celle qui a connu une sorte de première itération à Tokyo, mais qu'on a derrière nous depuis tout à l'heure? Alors, juste pour vous expliquer ce que vous voyez, en fait, dans l'espace, c'est une grille, on peut dire, très fine, composée de verticales et de horizontales. Les verticales sont ondulantes, et les horizontales, en fait, sont mises sous vibration. C'est elles qui... Non, je recommence parce que c'est pas si simple. Sont installées, on va le tourner, excusez-moi, dans ce sens-là, sont installés dans la salle des électroaimants qui mettent en vibration un système de tiges et de fil qui est suspendu, très fin, à peine perceptible dans l'espace. Et tout ce système vibratoire est saisi de flux de fréquences, et ces fréquences sont transmises à des disques très légers, métalliques, qui se saisissent du corps. Il y en a qui sont basses, donc le son remonte, il y en a qui descendent, qui sont au-dessus de nos têtes. Et au moment de résonance entre fréquences et disques, eh bien, ces disques se mettent à produire des sons. Et à partir de là, donc la collaboration s'est faite avec un ingénieur électronique, avec lequel pendant 2 ans nous avons développé ces électroaimants, parce qu'il fallait un champ magnétique juste par rapport à ce que peuvent recevoir ces disques et mon système. Tout ça, c'est une espèce d'organisme, un microcosmos qui doit vraiment fonctionner totalement ensemble. Donc nous sommes arrivés à développer un type d'électroaimants qui s'appelle Helmholtz, qui ont été développés par un Allemand pour empêcher l'électromagnétisme de la Terre de perturber les expériences. On sait, donc c'est mon électricien qui s'est ressaisi de ce système, qui a un système particulièrement stable. Et actuellement, je suis en train de travailler avec un ingénieur en son qui travaille aussi beaucoup avec l'IRCAM, Étienne Desmoulins, qui va m'aider à programmer cette pièce, sans oublier qu'il s'agit bien d'un microcosme. Donc on est toujours dans cette idée d'un système laissé à lui-même, qui fonctionne presque par lui-même, qui au fond produit des sons à l'infini, puisque tous ces sons entre eux créent des interférences, se répondent, s'annulent, se multiplient. Donc on est en train de mettre en place ce programme. Mais pour autant que je l'ai vu
pas seulement en maquette, mais enfin avec à l'atelier, un petit bout en fonctionnement. Ce qui est évidemment extrêmement important, c'est que ces vibrations, ce microcosme, c'est aussi une expérience visuelle et physique. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une expérience sonore, c'est quelque chose où la mobilité est une forme de rythme, en tout cas une mobilité plus ou moins organisée, dépendant d'un très grand nombre de paramètres, y compris du corps de celui ou de celle qui est placé là, est au cœur du travail. Et on pourrait dire d'une certaine façon, pour y revenir encore une fois, que c'est quelque chose de politique. Je veux dire par là que comment gérer un monde mobile, enfin, on revient pour moi, on s'inscrit. Je sais que tu n'as pas forcément envie qu'on te situe dans une histoire de l'abstraction et uniquement dans cette histoire, etc. Mais les historiens de l'art ont tendance à faire ça, c'est comme ça. Et s'il y a un endroit où on doit pouvoir le faire, on va dire que c'est ici. Mais ce que je veux dire, c'est que si on revient dans cette histoire de l'idée que les œuvres d'art sont des sortes de modèles, des microcosmes qui sont mobilisables dans le monde tel qu'il est, alors les œuvres ont une portée politique, implicite, pas directement, pas de dénonciation, pas de je ne sais quoi. Mais pour moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, c'est des œuvres qui permettent ou qui conduisent à avoir une expérience extrêmement riche d'un monde qui est en mobilité permanente. Ce qui n'est pas forcément l'expérience qu'on a, et là j'en viens à de la politique explicite. On a aujourd'hui des tas de gens qui nous expliquent que dans ce monde en changement et en mobilité permanente, la seule solution, c'est de revenir à une espèce de fausse stabilité, à des identités qui auraient été déterminées une fois pour toutes, etc. Ce que toi, tu proposes, c'est à peu près l'inverse. Sauf que ce n'est pas dit de façon... Oui, mais tu as totalement raison. C'est une opposition totale à ce que tu viens de dire, puisqu'il s'agit au contraire de consentir à ce mouvement, de consentir qu'il n'y a pas de limites nettes et tracées, que ces limites sont fluides et incertains. C'est-à-dire le fondement de ce travail, et c'est de consentir à cela, parce que tout simplement, il me semble que le monde est constitué comme ça, et que si on va contre lui, eh bien, on voit très bien ce qui se passe et ce qui ne cesse de se passer politiquement. Donc, je suis d'accord avec toi, et pour revenir à dire mais l'abstraction, j'ai parlé du groupe viennois parce que c'est cette proximité. Je suis née 60, ils opèrent dans les années 50, donc ils sont mes parents en fait, ils sont de la génération de mes parents. Mais le Bauhaus et le constructivisme est quand même aussi un mouvement qui dit mais le monde change. Et nous, on doit répondre avec un nouveau langage à ce nouveau monde. Ce qui est peut-être différent entre ces mouvements-là et le groupe viennois, et c'est peut-être pour ça qu'il est plus proche de moi, c'est qu'entre-temps, il y a eu la Seconde Guerre. Et que effectivement, la vision d'espoir, d'optimisme que j'admire, chez des gens comme Oley Nodge, c'est incroyable, d'après la Première Guerre, d'avoir cet optimisme-là. Et bien après la Seconde Guerre, cet optimisme-là, dans la génération de Bachmann, de Celan, du groupe viennois, elle est tombée. Donc on essaye de se saisir autrement de ce gouffre, de ce noir, de cette page noire qu'a laissé cette guerre. Et ce qui me fascine chez Bachmann, chez eux, et c'est là où au fond, des gens comme Domal aussi avant, mais Jean-Luc Nancy me donne un outil, c'est qu'ils me permettent à m'approprier de ce vide, de ce gouffre laissé,
pour travailler avec lui, pour jouer de lui, pour le jouer et rejouer à travers ses pièces. Et en fait, je suis très heureuse que tu vois cet aspect politique dans mon travail, parce qu'il est loin d'être une illustration d'une idée politique. Et pourtant, je cherche à ce que celui qui vient fasse l'expérience d'un espace où rien lui est imposé, où rien lui est prescrit. Et quand il traversera ces disques, eh ben, il ira de disque à disque et il construira son concert s'il souhaite le faire ou pas. Mais l'idée est vraiment de ne pas le happer avec un message, mais au contraire, que c'est lui qui construit, d'une certaine manière, le sens de cette pièce. On pourrait terminer tout simplement par une autre citation de Jean-Luc Nancy qui va dans ce sens-là, puisque le terme de consentir, il l'utilise dans le texte de 94, et donc je vous propose qu'on termine par là. Après, on vous passera le micro si vous le souhaitez. Consentir, non pas se résigner, non pas subir, non pas accorder par lassitude ou par passivité, pas non plus entrer dans un consensus. Consentir, sentir avec, sentir à chaque fois avec cette foi-là, être sur le seuil qui sépare cette foi de toute autre foi et qui fait leur rapport, leur commune mesure. Ça me semble une bonne conclusion à la discussion. Je ne saurais pas... C'est bien.